Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée les numériques, c'est la dernière de la semaine et vous allez voir c'est une version un peu minimale parce qu'on n'a pas les sous-titres aujourd'hui. Si vous avez suivi le live ce matin, je vous explique pourquoi, je vous rappelle. Un lien hypertexte vous emmènera vers notre chaîne Twitch pour voir le replay du live de ce matin et les révélations incroyables, ma vérité, sur l'absence de sous-titres aujourd'hui. Pour le reste, on est parti avec du Apple, du Qualcomm, du Activision Blizzard King, du Kia, du Razer. Et Razer, vous allez voir, avec le meilleur nom de produit de la semaine, let's go. Commençons avec votre santé, elle est importante, et votre dos. Déjà, asseyez-vous mieux, tenez-vous droit, marchez bien. Mais si vous avez quand même des mal chroniques de dos, et notamment de lombaires, eh bien, il existe de traitements, et notamment les traitements de plus en plus technologiques à base de réalité virtuelle. Tout à fait, et c'est tellement sérieux eh bien, que la FDA, donc un peu l'autorité autour de la médication et des aliments aux États-Unis, vient d'acquiescer le traitement d'une compagnie qui s'appelle EasyVRx, qui va vous permettre, EasyVRx, pardon, qui va vous permettre de créer eh bien, tout un traitement sur une cinquantaine de séances pour travailler un peu votre dos et votre respiration. Vous aurez du coup des sessions entre 2 et 16 minutes avec un casque de réalité virtuelle, de réalité audio aussi, et aussi un système d'amplification de votre respiration pour entendre et comprendre votre respiration et pour venir un petit peu travailler votre placement, travailler vos étirements et travailler votre respiration et pour comprendre un petit peu mieux comment vous tenir et d'où viennent votre douleur. Selon la société, eh bien, ils ont fait une étude sur 179 participants avec des résultats bien meilleurs avec leur système que 100. En tout cas, c'était suffisant pour que la FDA leur donne eh bien, le feu vert pour devenir un traitement sur prescription reconnu aux États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a déjà des thérapies qui se font avec de la réalité virtuelle, notamment pour les phobies des gens, phobie du vide, etc., qui fonctionnent. Pourquoi pas pour d'autres choses. On continue avec tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée. On va voir nos amis de chez Facebook qui s'appellent désormais Meta et qui viennent de montrer leur premier gant, un prototype de gant eh bien, qui permettra d'appréhender leur métaverse de manière beaucoup plus réaliste puisque vous avez déjà le son, vous avez déjà l'image, mais vous n'avez pas encore le sensoriel. Et vous voyez ce prototype de gant qui a été montré par Meta et qui annonce d'avance qu'il ne sortira pas avant des années, mais qui est déjà en développement depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'au moment où Facebook a racheté Oculus, on commence à travailler sur ces gants, eh bien, utilise une technologie assez spéciale puisque vous le voyez ici, tous ces petits points dans les doigts ou sous vos empreintes digitales eh bien, peuvent se vider ou se remplir avec du liquide à l'envie de manière un peu rapide pour créer une pression en fait, sur vos doigts et vous donner une sensation de toucher. C'est une technologie plutôt intéressante et on était là genre bien trouvé, sauf qu'apparemment Meta n'était pas les premiers à avoir trouvé cette technologie. Ils vont bientôt être attaqués en procès par Aptix qui rappelle que depuis des années ils avaient déjà travaillé sur cette technologie et des prototypes avec ce qu'on appelle donc un retour haptique par microfluide. Jake Rubin attend maintenant le coup de fil de Mark Zuckerberg ou de Monsieur Bosman pour eh bien, régler ça à l'amiable ou aller devant les procès. Mais bon, un procès chez Meta, j'ai envie de dire, c'est comme un café pour moi, ça se sirote tous les jours. On reste un petit peu dans l'ergonomie et vos mains avec, vous savez, j'avais un petit clic clavier, peut-être un petit clic ergonomie. Regardez-moi ce clavier de main. Ça existe, c'est un Redditor qui s'appelle Extreme Pocket qui est en train de tester une manière de taper de manière toujours plus naturelle. Et la manière peut-être la plus naturelle, c'est d'avoir, eh bien, vous le voyez, les mains toutes droites, voilà, sans avoir de plis de l'avant-bras ou du poignet. Il a testé aussi avec le même système, mais ce coup-ci, attaché à vos cuisses comme un petit porte-jartel du geek, j'ai envie de dire, un porte-jartel AZERTY. Et vous voyez, il peut taper assez vite, parce que vous allez voir qu'il tape assez vite du texte à l'écran, voilà, pas de souci pour lui. Est-ce qu'on se trimballera bientôt avec des straps aux cuisses comme dans Ring Fit Adventure? Je ne sais pas, mais regardez-moi, tel un cowboy, il dégaine des mots plus vite que son ombre. Vous rigolez, moi je suis un petit peu intéressé. Ça sent la dépense Kickstarter de 2h du matin dans les prochains jours, c'est possible. Allez, on enchaîne maintenant avec les chipsets. On va commencer par Nvidia. Je vous rappelle qu'Nvidia est scruté par les autorités du Royaume-Uni et maintenant les autorités de l'Europe sur son rachat de ARM. Je vous en ai longuement parlé dans les émissions précédentes. Je ne vous refais pas tous les épisodes précédents. Allez voir les replays sur notre chaîne Twitch. Mettez des pouces bleus. Mais c'est désormais la FTC, donc l'autorité américaine, qui se penche sur ce deal. Et même eux, eh bien, ils commencent à avoir des doutes alors qu'on imaginait que l'Europe pourrait avoir peur que ARM, qui est une société anglaise, parte vers une société américaine. Mais même les autorités américaines eh bien, sont pas super rassurées par ce rachat et ont annoncé qu'ils suivaient un peu les enquêtes de l'Union européenne et des régulateurs du Royaume-Uni
pour voir s'ils allaient aussi s'y coller. Ça devient de plus en plus compliqué pour Nvidia de signer ce petit chèque de 40 et quelques milliards de dollars et racheter ARM. Prochain épisode dans quelques semaines, j'imagine, mais c'est vraiment pas à gagner. En attendant, Nvidia va pouvoir peut-être s'essuyer les yeux et ses larmes s'ils ne peuvent pas racheter ARM avec des billets de dollars, puisqu'ils ont montré leurs résultats financiers. Et attention les mirettes et attention le portefeuille. Ce cher Jensen va pouvoir se racheter des vestes en cuir virtuelles, puisque Nvidia a augmenté de 50% son chiffre d'affaires par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, et de 84% son bénéfice. 7,1 milliards de dollars de CA, 2,5 milliards de dollars de bénéfices nets. Ce sont des résultats complètement délirants pour Nvidia qui n'a pas terminé. Je vous rappelle qu'Nvidia a fait aussi beaucoup d'annonces la semaine dernière autour de la GTC. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter en si bon chemin. Passons maintenant à un autre fabricant de SoC. Je vous avais expliqué toutes les annonces de Qualcomm pour venir reprendre un peu la couronne des performances. Ils vont faire leurs annonces, je vous rappelle, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre avec leur Snapdragon 898, 895, Snapdragon 8 Gen 1, on ne connaît pas leur nom. Et peut-être que leur concurrent ne s'appellera pas l'Apple A15, mais peut-être le Dimensity 9000 qui a été présenté par Mediatek. Je vous rappelle que Mediatek fabrique des SoC plutôt entrée et milieu de gamme et qu'ils ont eu une très très belle année 2021 avec beaucoup de modèles très intéressants et plutôt performants. Et ils viennent de montrer rien de moins que le premier SoC gravé en 4 nanomètres par TSMC. Un SoC qui veut pousser la max un peu partout. Je vous invite à aller voir cet article de AnandTech. On en fera aussi un sur les numériques très bientôt. Mais dites-vous qu'ils vont montrer pour la première fois le processeur Cortex X2. Actuellement, les SoC Android sont en Cortex X1. Ils ont aussi une nouvelle génération de Cortex, plus des A78, mais des A710, et aussi des A510 au lieu d'avoir des Cortex X56, si je ne m'abuse. Le GPU est un nouveau modèle de Mali. La mémoire, pour la première fois, on n'aura pas de la DDR5, mais de la LPDDR5X, que je vous avais montré il y a 2 jours via Samsung. On a aussi toute la partie traitement d'image qui a été boostée pour gérer de la 8K, pour gérer 9 gigapixels par seconde. Bref, ça envoie dans tous les sens. Et donc Mediatek, qui va venir attaquer le haut de gamme et donc venir à la gorge de Samsung, de Qualcomm, mais aussi d'Apple et de Huawei avec leur SoC haut de gamme. Ce sera toujours bon pour nous. Toujours plus de concurrence, toujours plus de choix et toujours des prix un peu plus bas. On a hâte de voir ça, mais si on attendait bien quelqu'un en 4 nanomètres, c'était tout le monde sauf Mediatek et j'ai envie de voir ce qu'ils vont donner. Dernier petit point sous ces félicitations, cette excitation et cette hype. Ce matin, dans la discussion avec le chat en live, on m'a rappelé que Mediatek a très mauvaise presse par contre avec beaucoup de développeurs puisque ils ne sont pas les gens les plus carrés, on va dire. Allez voir aussi les commentaires de cet article d'AnandTech qui présente donc le Dimensity 9000 de Mediatek. On terminera sur la partie un petit peu smartphone avec un SoC, juste le SoC le plus puissant de 2021. Bouh. C'est le Snapdragon 888 Plus qui va trouver aussi refuge dans le nouveau Moto G200. Donc un téléphone orienté gaming vendu à 550 € avec ce SoC surpuissant, avec, vous imaginez bien, le reste des spécifications dalle de 6,7 pouces à 144 Hz. Attention, c'est l'OLED par contre, c'est de l'LCD, pas de l'OLED. Une grosse batterie, vous imaginez bien, et un bloc photo de 108 millions de pixels pour le bloc principal. Il est accompagné d'une nouvelle gamme, les G31, 41, 51 et 71, si je ne m'abuse, qui sont des entrées de gamme de chez Motorola. Voilà pour le constructeur américano-chinois qui ne s'arrête pas ces dernières semaines. On a terminé avec les smartphones et les SoC, passons au son avec des casques, j'ai envie de vous dire, mais pas n'importe lesquels, puisque les nouveaux Razer s'appellent les Kaira. Tranquillement, bien. GG Razer, j'espère que vous avez bien consulté la division française avant de lancer cette gamme de casques. Mais sous ce nom qui fera plaisir à tous les fans de Kaira Shopping, se trouvent des casques gaming console et PC. Une version Xbox et une version PlayStation qui ne changent pas que de couleur, puisque la version PlayStation coûte 60 € plus cher que la version Xbox, donc elle monte à 220 €, mais elle sera équipée de petits moteurs haptiques pour venir vous chatouiller les oreilles, c'est le point ASMR de cette émission, en cas de vibration, et elle sera livrée aussi avec un petit dongle pour la brancher sur un PC en USB, et sera également équipée d'une autonomie plus généreuse que sa version Xbox. Voilà, je ne sais pas si ces cas sont intéressants, mais je pense que Kaira, c'est peut-être le meilleur nom
qu'on ait trouvé depuis les Audi e-tron, j'ai envie de vous dire. Passons maintenant à l'automobile. Je vous rappelle que c'est le salon à Los Angeles, en ce moment le salon auto, et c'est la fiesta des concept cars. Et je vous avais montré hier un gros SUV électrique très cubique et massif de la part de chez Hyundai, c'était le Hyundai 7. Eh bien, un autre constructeur coréen a décidé de montrer aussi un gros SUV électrique massif et un peu cubique, un peu blocus. On passe du Hyundai 7 au Kia EV9 et vous allez voir, il a une sacrée silhouette, si je peux vous la montrer, parce que derrière la ligne de tous ces produits, on va le voir, il est massif, vous voyez, très très massif. Je ne sais pas ce qu'ils ont chez les Coréens en ce moment, ils veulent faire du gros SUV en bloc. Derrière se cache évidemment un SUV du futur, voilà, avec des portes inversées miroirs comme sur le Hyundai 7. Est-ce que vous aimez ce genre de produit très, très massif et électrique, alors pas très aérodynamique du coup j'ai l'impression, dites-le nous dans les commentaires et j'ai hâte de voir ça. On reste dans la voiture avec des voitures qui je pense feront peut-être plus l'unanimité quant à leur ligne. Ce sont les nouvelles modèles de Porsche Taycan. Je vous rappelle que la Taycan c'est la gamme électrique de chez Porsche et après avoir eu la Taycan S et la Taycan Turbo, entre les deux va venir se caler une petite Taycan GTS à juste 136 000 €, qui sera aussi déclinée dans diverses versions comme la Cross et ce système de Cross Turismo, qui a une silhouette de break de chasse. On va atteindre symboliquement la barre des 500 km d'autonomie, avec 504 km d'autonomie donnée pour certaines motorisations. Et le 0 à 100 réglé en 3 secondes 7. Donc voilà, si vous avez 135 000 € à mettre dans une voiture, peut-être que ce sera celle-ci. On enchaîne avec les voitures et ce coup-ci sur la recharge. On vous rappelle que justement les constructeurs essaient d'avoir des batteries toujours plus performantes, des moteurs toujours plus performants, qu'on essaie de faire des systèmes de recharge toujours plus rapides. Et bien Ford s'intéressait lui au câble. Avec l'université mécanique de Purdue aux États-Unis, ils ont inventé un câble qui est beaucoup plus froid. Pourquoi plus froid ? Eh bien parce qu'on va pouvoir faire passer beaucoup plus d'énergie et mieux générer l'enveloppe thermique et donc envoyer beaucoup plus de débit dans les voitures. Et bon, on n'y avait pas pensé au câble, mais ce serait une possibilité pour recharger toujours plus de votre voiture. Je vous rappelle que ce sera bientôt l'embouteillage aux stations de charge. En attendant, on espère que ça ira de plus en plus vite. En parlant d'embouteillage aux stations de charge, c'est le cas en Norvège. Je vous rappelle que la Norvège est le pays de la voiture électrique. 77%, plus de 77% des voitures immatriculées en septembre 2021 étaient électriques dans ce pays. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme le rappelait très bien le chat ce matin, l'électricité n'est pas chère du tout en Norvège grâce à l'hydroélectrique, mais aussi parce que le gouvernement offre des aides de l'État généreuses pour l'achat d'un véhicule électrique. Le problème, c'est que ça commence à coûter de l'argent. Et Wired a un très très bon article qui explique un peu ce qui pourrait arriver dans tous les pays pour cette transition. C'est normal, mais c'est quand même, ça fait un petit peu mal d'un point de vue douloureuse. La Norvège, évidemment, donne beaucoup d'argent pour vous acheter un électrique. C'est très bien, donc les gens n'achètent plus de thermique. Mais la Norvège taxe aussi lourdement les véhicules thermiques. Ça veut dire que d'un côté, le gouvernement donne beaucoup d'argent et d'un côté, le gouvernement reçoit moins d'argent. Le tout sur une toile de fond de crise possible puisque la Norvège est l'un des plus gros exploitants et producteurs de pétrole au monde. Et c'est un business qui lui-même est en train de mourir puisque la Norvège fait partie des pays étendards en train de tuer le pétrole et les énergies fossiles. Un papier donc très intéressant de Wired qui raconte un peu les à-côtés d'une transition très rapide vers l'électrique et les bons points mais aussi les mauvais points et comment ça va coûter un peu d'un point de vue sous-sous dans le portefeuille du gouvernement. Une de mes lectures du jour. On termine avec l'autre point très important des voitures, c'est évidemment Apple avec son Apple Car. Et oui, le projet est toujours vivant et le projet est bien vivant puisque je vous rappelle que Kevin Lynch, l'ancien boss de l'Apple Watch, est désormais à la tête de ce qu'on appelle le projet Titan, qui depuis maintenant 8 ans vogue d'ambition à la hausse en ambition à la baisse. On avait au début une voiture futuriste brandée Apple, puis ensuite on a eu juste un OS qui serait l'essentiel des constructeurs, puis une collaboration avec des constructeurs coréens, et puis là on revient à une voiture vraiment brandée Apple, je pense quand même construite par des Coréens, mais bon. Mark Gurman nous fait un peu le portrait robot avec les dernières rumeurs de cette voiture qui serait prévue pour 2025, et vous allez voir, assez étonnante, la première ce serait une voiture 100% électrique bien sûr, mais 100% autonome. Donc Apple va sauter par-dessus la voiture dite manuelle et se lancer directement dans la voiture 100% autonome, puisqu'elle ne serait, on va dire, commandable que par un iPad qui vous permettra de vous dire là où vous voulez aller. Pour le reste, Apple fait le grand saut. Est-ce qu'en 2025, il y aura beaucoup de pays et de villes qui permettront d'avoir des voitures 100% autonomes ? C'est un autre pari. Apple vise en tout cas cela. Deuxième chose, c'est que Apple se demandait s'ils allaient louer cette voiture comme il y aura
des flottes de voitures autonomes comme ce que préparent Lyft, Uber et compagnie, ou s'ils vont vendre cette voiture comme le font actuellement les constructeurs traditionnels à des particuliers. La piste ne serait pas encore 100% décidée par Apple, mais en interne, on pencherait plutôt sur une vente traditionnelle aux particuliers pour voir si un jour il y aurait peut-être un abonnement à une voiture Apple, comme chez d'autres constructeurs. Avant, en tout cas, il nous reste 4 ans avant de voir cela. En attendant, la dernière indice qui a été égrené et récupéré par Mark Gurman, donc de chez Bloomberg, c'est que le chipset qui va animer cette voiture serait déjà très avancé et très prêt. Vous imaginez ce qu'Apple pourrait produire d'ici 4 ans, vu ce qu'ils font déjà. Plutôt prometteur et plutôt risqué de la part du constructeur californien d'aller directement sur des voitures autonomes. On quitte maintenant les voitures et les produits et on va passer un peu aux médias et à la société. Je vais revenir sur la saga très rapidement. Bobby Kotick, je vous rappelle, le PDG d'Activision Blizzard, sur lequel une enquête a placé beaucoup de mots et de manquements. Il y a eu des manifestations, il y a eu des médias qui ont appelé à sa démission. Ça continue, je vous rappelle. Des employés ont demandé la démission de Bobby Kotick. Un collectif s'appelle Better ABK. Ils ont organisé une marche cette semaine qui a été assez visible. Le média Polygon a demandé la démission de Bobby Kotick. Et puis aussi, je vous rappelle, Jim Ryan, le boss de PlayStation lui-même, sous un langage plus corporate, a dit qu'il demandait un peu des comptes à Activision Blizzard et que ce qu'avait fait Activision Blizzard jusqu'à l'heure n'était pas suffisant pour lui. Une pétition depuis a été lancée par le collectif d'employés et de prestataires d'Activision Blizzard King, qui avait réuni à son lancement 500 signatures. Au moment où Engadget en parlait, on était à 800. Au moment de The Verge en parlait, on était à plus de 1000. Au moment où je regarde, on a mis 337 et quelqu'un m'a dit que le compteur est plutôt bloqué parce qu'on serait plutôt à des dizaines de milliers de signatures. Eurogamer de son côté se joint à Polygon et explique qu'aujourd'hui ce n'est pas possible dans surtout une industrie très communautaire où l'image et le symbole est très important qu'un PDG ait eu autant de manquements soit encore en poste et donc pour Martin Robinson il faut que Bobby Kotick démissionne. Également vous allez voir des actionnaires demandent aussi la démission de Bobby Kotick. Alors eux c'est peut-être moins pour des valeurs humaines mais peut-être pas pour dévaloriser leurs actions et donc leur argent. Mais un collectif d'actionnaires qui représente 0,6% des parts, ce qui est à la fois peu et beaucoup d'Activision Blizzard King, demande la démission de Bobby Kotick. Et puis vous allez voir, dernier coup, enfin peut-être pas le dernier, mais peut-être le plus puissant, c'est Phil Spencer lui-même, le boss de PlayStation, qui rejoint Jim Ryan et tout le concert de critiques de Bobby Kotick, qui demande à Activision Blizzard un peu des comptes et qui va réévaluer la relation d'Xbox avec Activision Blizzard en attendant. En gros, ça veut dire, globalement, il est d'accord avec tout le monde, il faut que Bobby Kotick parte. Donc on a quand même 2 des 3 hommes les plus puissants du jeu vidéo qui demandent un peu le départ de Bobby Kotick. Ça devient un peu intenable pour le PDG le mieux payé du jeu vidéo et peut-être aujourd'hui le plus détesté. On enchaîne un peu avec justement ces histoires de conditions de travail dans l'industrie de la tech et du gaming. Il y avait quelques mois, un collectif chez Apple s'était lancé pour créer Apple II, pour faire aussi avancer les conditions et expliquer que chez Apple, sous l'enveloppe des jolis produits en verre, en aluminium, en acier trempé, il y avait aussi des problèmes, comme dans beaucoup d'entreprises, sauf qu'on en parlait moins. Je vous rappelle qu'une des lanceuses de ce mouvement a été licenciée par Apple sous prétexte qu'elle avait fait fuiter des données confidentielles de la boîte. La deuxième leader du mouvement, qui s'appelle Cher Scarlett, a quitté Apple. Elle n'a pas été virée, mais elle a annoncé que justement aujourd'hui est son dernier jour chez Apple. Dans un papier de Engadget, on apprend qu'il y a eu un accord en privé entre elle et Apple pour qu'elle quitte Apple. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un gros chèque? Est-ce qu'il y a eu des menaces, des pressions? On ne le sait pas, mais on sent bien que derrière son tweet lapidaire, elle ne peut pas en dire plus et que son avocat lui a dit « tu ne dis rien, tu pars ». Ça met en tout cas en suspens le mouvement Apple II qui a été lancé il y a quelques semaines, puisque avec son départ à elle et le licenciement de Janneke Parish, on verra si un jour il y aura une vraie libération de parole chez Apple ou elle s'arrêtera à l'initiative qui a eu lieu cette année mais qui n'a pas été très très loin. On termine avec de la SVOD et Star Wars avec, regardez bien ce sabre, vous allez être heureux et vous allez être très frustré juste après, puisque ce sabre laser est réel. Je vous avais montré des prototypes il y a quelques mois. Tout le monde avait bavé dessus et on a dit est-ce qu'on aura enfin quelque chose qui ressemble vraiment à un sabre laser? Je vous refais la séquence parce qu'elle va mettre en joie beaucoup de personnes. Avant de briser vos cœurs, voilà, puisque ce sabre laser ne sera pas en vente. Voilà. Et vous ne pourrez même pas le toucher en allant dans le nouveau resort, le Galactic Star Cruiser Preview, et donc les nouveaux resorts et les hôtels de thème Star Wars
qui ont été visités notamment par IGN et GameSpot aux États-Unis. Des hôtels de grand luxe, puisque certaines nuits peuvent monter à 4000 $ la nuit, avec, vous allez voir, une ambiance science-fiction défigurée dans tous les sens. Et vous croiserez très certainement des Jedi et des Sith qui viendront faire des roulades et des galipettes avec leurs beaux sabres laser que vous ne pourrez pas toucher, que vous ne pourrez pas acheter. Disney a officialisé cette triste nouvelle. On est vraiment très triste. Par contre, vous pourrez toujours acheter des baguettes Harry Potter, voilà. Parce que le merchandising d'Harry Potter est un peu plus simple à gérer qu'un sabre à plasma, bien sûr. Et on nous rappelle, CNET nous rappelle que Harry Potter fête ses 20 ans. Les films Harry Potter, même pas les livres, fêtent ses 20 ans. Regardez-moi ces petites bouilles qu'ils sont pitchoudes. Si on savait ce qu'ils allaient faire. Mais bon, bref, je vous spoile rien. Pour cela, nous aurons une réunion des 3 acteurs, un peu comme il y a une réunion Friends, qui sera diffusée le 1er janvier sur HBO Max, où on pourra un peu discuter de tout ce qu'ils ont pu vivre, de leur entrée dans ce tournage, et jusqu'à leur départ 10 ans plus tard. C'est toute une partie de leur vie. Je pense que les Potterheads vont se réjouir de tout cela. On continue sur la SVOD et on termine un peu là-dessus. Netflix donne plus de chiffres et Netflix va donner désormais des charts dans le monde et en France un peu sur ce qui a marché ou pas. Ça, c'est Netflix a toujours été un peu flou là-dessus. Vous allez maintenant pouvoir aller voir des classements, notamment par pays, aller voir notamment en France, combien de minutes ont été regardées pour des séries. Donc en ce moment, c'est Dynasty qui est en tête, je ne comprends pas pourquoi. Suivi par Arcane, je comprends mieux pourquoi. Et le fameux Squid Games qui est là, a été visionné sur 2,1 milliards d'heures depuis sa sortie, c'est complètement dingue. Donc voilà, vous pouvez avoir des charts un peu plus clairs sur les séries télé, comment ça marche sur Netflix. Aura-t-on un jour des charts sur Apple TV+, rien n'est moins sûr, mais en attendant, Apple TV+, est à la peine, notamment en France. Regardez, ils sont derrière Salto, carrément. 3% de part de marché là-dessus, là où Netflix possède 28% de part de marché, talonné par Prime Video à 25% de marché, et Disney+, qui fait une grosse percée à 16%. Derrière Canal+, et OCS, Salto et Apple TV+, le service du géant américain qui n'arrive pas à percer, malgré des séries de mieux en mieux, on va dire, entre Ted Lasso, Foundation, The Morning Show, etc. Mais ça ne convainc pas les personnes. Et je me demande si dans ces 3%, il y a les personnes qui ont des abonnements gratuits à Apple TV+. On verra s'ils s'en sortiront mieux en cette fin d'année. On verra surtout les chiffres avec Foundation, leur série superstar, librement adaptée des livres d'Asimov. C'est la fin de cette condensée, c'est aussi la fin de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Éclatez-vous. Essayez comme moi de maîtriser enfin le latte pour votre café, ce serait un bon objectif. Reposez-vous bien. On se retrouve dès lundi à 11h pour du live et dès lundi en fin de journée pour un nouvel épisode. Ciao à tous.